Mesdames et messieurs, merci pour votre retour en salle. Nous reprenons maintenant notre programme avec une séquence particulière attendue, la grande table ronde RSSI. Leadership, pression à l'ère du risque permanent. Pour cette table ronde, nous allons accueillir Younes Flahi, Rachad Asri, Kautar Zarrouqi et Hicham Faïq. Nous invitons également notre modératrice Mahat Ba à nous rejoindre sur scène. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'animer cette session et être accompagnée d'experts de qualité, d'expertes et d'experts de qualité. Le sujet est très très intéressant et on va en fait l'adresser d'un autre angle et on va essayer de débattre autour d'un sujet qui me tient à cœur déjà parce que voilà, je fais partie un peu de la famille risque et conformité et pour m'accompagner en fait à débattre ce sujet autour des risques, leadership et menaces émergentes, j'ai le plaisir de présenter Rachad Asri. Elle est security manager à AutoHall et elle joue un peu double casquette, donc le rôle, on va dire, de DSI et RSSI en même temps. On va essayer, voilà, de voir un peu les challenges que vous confrontez face à cette situation. Aussi, Kautar Zarrouqi, vous êtes Head of Internal Audit à la Bourse de Casablanca. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Younes Flahi, donc vous êtes RSSI de la BMCI. Et Monsieur Hicham Faïq, vous êtes CEO de Cyberforge, une entreprise qui a pour objectif d'accompagner les entreprises en termes de maturité, cybersécurité et stratégie. Alors, comme l'indique le titre, le sujet il est très intéressant. Nous allons l'adresser d'un point de vue de leadership. Donc en fait, nous vivons dans un monde où on est confronté à des risques d'une façon permanente. Donc chaque jour, en fait, on a des risques nouveaux et on a des risques, on va dire, anciens qu'on a pu identifier et qu'on vit avec. Donc dans cette réalité, un RSSI n'est pas uniquement une personne qui est technique, qui a besoin un petit peu de mitiger ces risques d'une façon technique, mais il doit aussi être un leadership et savoir accompagner les équipes d'une façon très optimale. Donc, RSSI doit vivre sous la pression. RSSI doit avoir un impact positif sur des équipes qu'il ne gère pas directement sous son autorité. Les équipes métiers, les équipes DSI, et les autres par exemple. Donc forcément, si on n'a pas un schéma de leadership influenceur, on ne peut pas atteindre une maturité et un objectif en termes de cybersécurité dans l'organisation. Alors, ma première question, ça va être à vous, Madame Zarrouqi Kautar. Pour vous, quel rôle joue un RSSI au sein d'une organisation? Et je veux pas que vous me donniez un petit peu le descriptif du poste d'un RSSI, on le connaît tous, mais plutôt, c'est qui le leadership RSSI et quel est son rôle au sein d'une organisation. Merci Mara pour cette question pertinente. Avant de parler donc du RSSI et son rôle, je souhaite partager avec vous une petite scène que j'ai vécue moi-même. Donc, c'était lors d'un exercice de simulation de crise. Et donc, il y avait 2 salles, le même scénario. Donc, c'était un incident de cyberattaque. Et la première salle, donc, il y avait donc l'équipe métier, des regards désorientés, le silence, et personne ne savait qu'est-ce qu'il devait faire. La deuxième salle,
il suffisait d'une seule phrase du leader. Donc c'était « Je compte sur vous, on avance, voici les priorités, je suis à votre écoute ». Résultat, deux issues différentes. C'était le même scénario. Donc je vous raconte cette petite scène, justement, qu'est-ce qui a fait, donc d'après vous, qu'on a le même scénario et deux issues différentes. C'était le leadership. Donc, cette scène nous rappelle justement donc, dans une bonne gouvernance, ou une gouvernance solide et robuste, le RSSI peut jouer pleinement son rôle. Parce qu'il sort de ce rôle de technicien, d'accord, et il se projette dans un rôle de leader, d'accompagnateur, de coach, de fédérateur et de quelqu'un qui essaie de calmer les esprits. Malheureusement, bon, d'après mon rôle d'audit, donc dans plusieurs institutions dans le passé, j'ai longtemps observé justement ce rôle de RSSI et comment il est perçu dans notre institutions, d'une manière générale. C'était plus son rôle, il est adressé à un rôle technique. Donc, il doit maîtriser tous les aspects techniques, gérer l'incident, zéro risque, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas le risque zéro, mais en même temps, on lui demande de n'avoir aucun incident. Donc, son rôle, on doit justement, ou l'entreprise marocaine, et même internationale, doit évoluer vers une bonne gouvernance, donc que le RSSI n'a pas uniquement ce rôle de technicien, mais ce rôle de leader. Il est là, d'accord, mais la sécurité, c'est l'affaire de tous. Il est là justement pour accompagner, comme j'ai dit tout à l'heure, pour coacher, pour fédérer. Donc, pour répondre à ta question, Mara, le rôle du RSSI dans une bonne entreprise à bonne gouvernance, c'est un rôle de fédérateur, de coach, de leader, au-delà de la technicité. Voilà. Normalement, j'avais prévu de poser toute la pile des questions à une personne et adresser l'autre pile de questions à une autre personne, mais effectivement, la meilleure façon, c'est d'un petit peu jongler entre vous pour avoir des réponses complémentaires. Donc, pour vous, Rachad, qui est tout à l'heure, vous m'avez dit que je joue un peu le rôle de DSI et de RSSI. Donc, vous gérez l'opérationnel et en même temps, vous êtes tenu d'assurer la sécurité de l'organisation. Face à ce challenge, on va dire schizophrène, parce que le DSI il a d'autres inquiétudes, et la continuité, il a le business en face de lui, et la seule inquiétude c'est que ça fonctionne et que derrière il n'y a pas d'arrêt de service, et la sécurité oui elle est prioritaire, mais elle est là, mais elle est dans une priorité un peu basse par rapport à un RSSI qui a la sécurité dans les top priorités. Comment vous gérez en fait cette situation, être un petit peu entre les deux et avoir les deux objectifs à atteindre en même temps? Donc la continuité du business, l'opérationnel en tant que DSI, mais en même temps la sécurité en tant que RSSI. Merci Mara pour la question. Donc je rebondis sur ce qu'a dit Madame Kautal. Le RSSI en soi, c'est vrai, je fais les deux casquettes, mais en tant que responsable infra, pas plutôt que DSI, infra opérationnel et sécurité. Mais un RSSI, c'est le garant. On parle de confiance et de résilience. C'est le garant de cette confiance et résilience face aux partenaires de l'organisation auquel il fait partie. Il doit être un stratège aussi. Donc, il doit parler plus business que technique. Il doit parler pourquoi investir 1 million de dirhams sur une stratégie ou une vision
nous fera gagner, par exemple, 10 millions de dirhams, ou nous fera au moins ne pas faire perdre 10 millions de dirhams. Donc, c'est dans cette vision qu'il doit s'intégrer au sein d'une organisation. Aujourd'hui, je sais que au fil de mon expérience, qu'il y a des organisations qui nomment un RSSI juste pour le nommer, pour une façon de se mettre en conformité avec une loi ou un régulateur. On le met pas dans un niveau stratégique de même niveau que un directeur ou autre, pour qu'il partage sa vision ou son risque, le risque stratégique avec le COMEX. Et le RSSI aussi, il doit être un diplomate. Donc, il doit, comme vous l'avez déjà évoqué, il doit parler avec tout le monde. Il doit parler avec les RH, la com, le directoire. Il doit parler avec les partenaires. Mais pourquoi il doit être diplomate avec eux? Parce que eux, ils l'accompagnent aussi en cas de crise. En cas de crise, c'est eux qui ils doivent avoir leur engagement à 100% avec lui. Je dirais aussi que le RSSI, on a dit que c'est un coach, c'est un éducateur, il éduque son environnement, les collaborateurs, pour qu'il intègre aussi sa vision ou la vision du groupe, qu'il soit aussi acteur dans cette évolution de la maturité de son organisme. Donc, le RSSI, il doit jouer plusieurs rôles et il a plusieurs défis en tout cas devant lui, afin qu'il gère cette confiance, ou qu'il soit le garant de la confiance numérique face aux clients de l'entreprise. Merci beaucoup. Et là, je prendrai un cas concret, de Younes Flahi. Donc vous êtes RSSI, et je vais vous poser une question directe. Est-ce que vous avez le sens du leadership? Est-ce que vous gérez par autorité ou vous gérez par influence? Et dans quelle situation c'est préférable d'utiliser une façon par rapport à une autre? Parce que ça peut être une hybridation des deux. Ouais. Alors, bonjour à tous. Question directe veut pas dire forcément réponse directe aussi. Non, en fait, je rejoins ce qu'a dit Rached sur un petit peu les différentes facettes que le RSSI peut avoir et les différentes situations dans lesquelles il peut être amené à se retrouver. Moi, j'aime dire que le RSSI est un outil d'aide à la décision. Voilà. Et comme tout outil d'aide à la décision, il faut qu'il puisse avoir des capacités d'analyse, des capacités à synthétiser, des capacités à vulgariser quelque chose, parce qu'on n'a pas forcément que des personnes techniques en face. On a aussi du top management, mais on a aussi sur un modèle horizontal d'autres métiers qui ne sont pas techniques. Et on doit communiquer avec eux, on doit leur expliquer, on doit les onboarder avec nous. La question, elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce que en fait, l'aspect culturel, il est vraiment important dans le métier du RSSI. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de travailler un petit peu à l'étranger, puis travailler ici au Maroc depuis quelques années. Et c'est vrai qu'on a des cultures complètement différentes. On aborde l'entreprise d'une façon différente. Donc, un bon RSSI, c'est un bon fédérateur autour de lui. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir mettre en place une alliance avec les parties prenantes. Il faut qu'il soit perçu comme étant non pas un frein, mais aussi d'autres solutions qui permettent d'avoir une assurance pour le bon déroulement des activités de l'entreprise. Je pense qu'une fois on se positionne comme étant quelqu'un qui amène de l'assurance, et on peut aussi se dire que dans des réunions un petit peu très haut niveau, où il y a des décisions stratégiques, où il y a de l'appréhension chez la direction générale,
sur par exemple, un sujet de transformation digitale, d'avoir un RSSI autour de la table qui rassure, qui dit voilà, oui, effectivement, moi je pense que c'est sécurisé, telle ou telle thématique, etc. Je pense que c'est rassurant pour le top management. C'est dans cette posture-là que j'aime bien, moi, prendre le rôle du RSSI en tout cas. C'est-à-dire qu'on est là pour rassurer sur certains volets. Et puis, il faut pas se leurrer, on a aussi des difficultés, mais pour laisser la parole, peut-être on va en parler après. Effectivement. Monsieur Faïq Hicham, donc d'après votre expérience multi-entreprise, quelle est la pression la plus forte qui pèse sur les leaders cyber aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette question qui vient un peu synthétiser les différentes interventions que j'aimerais un peu compléter et en même temps vous apporter quelques éléments de réponse. Alors, on entend souvent parler de RSSI, CISO. Juste cette clarification est très importante parce que qui dit CISO, c'est le terme C, c'est Chief Information Security Officer. Cette terminologie en anglais, elle passe mieux le sens qu'on veut donner à cette fonction. C'est une fonction de leadership. Une fonction orientée responsable sécurité des systèmes d'information, où selon la culture RACI, R, c'est un exécutant. Il est responsable de résultats. Et donc, déjà, on a un problème d'identité dans cette fonction. Est-ce qu'on est un leader? On est un réalisateur? Ben, on est les deux. Parce que dans le cycle de vie de la sécurité dans une entreprise, qui prend différentes étapes et phases, on va trouver le RSSI qui est bâtisseur, c'est-à-dire il doit rassembler, rallier, se faire des alliés, des partenaires pour convaincre à l'adoption de tel ou tel dispositif, approche, framework. On va trouver un RSSI qui porte la casquette de acheteur, donc il doit connaître des techniques de communication, savoir calculer un ROI d'un investissement, savoir vendre devant un DG la valeur que ça va apporter la sécurité. Tantôt, il est en train de gérer une crise dans laquelle parfois il est obligé de descendre jusqu'aux fins détails techniques de ce qui se passe dans un firewall pour distinguer entre un bug sur un équipement versus une cyberattaque réelle. En passant par une autre réunion dans laquelle il est sollicité pour arbitrer sur une mise en production urgente dans laquelle les équipes de développement peinent à corriger toutes les vulnérabilités, il faut qu'il arbitre, il faut qu'il prenne cette... Donc, c'est ça la pression. La pression, moi je vous parle parce que j'ai passé plus de 24 ans à porter ce poste et je vous raconte que ce n'est pas une tâche facile, mais c'est un exercice intellectuel très intéressant pour ceux qui aiment la cybersécurité. Le parcours d'une journée du RSSI, je vous donne un exemple concret. En arrivant aujourd'hui tôt le matin, j'ai l'habitude d'écouter des podcasts. Ça fait partie de mon habitude de connaître, d'apprendre. Même si on a passé beaucoup d'années dans le domaine, il faut continuer à apprendre. J'apprends un sujet totalement nouveau qui s'appelle le Vibe Coding Security. C'est quelque chose qui est totalement nouveau pour moi. Et je me dis, si j'étais dans ma posture de RSSI, cette connaissance, qu'est-ce qu'elle allait m'apporter? Je me dis, sûrement, dans quelques jours, quelques semaines, je vais être invité à une réunion dans laquelle il y a le métier qui me dit, on va balayer les techniques de développement classiques, on va faire du vibe coding. Je me dis, oui, ça c'est un nouveau défi. Et donc c'est une nouvelle pression, et c'est ça le quotidien du RSSI. Énormément de choses, au point de dire que le RSSI c'est un Superman de la sécurité. Et pour répondre un peu à ce qu'a dit Sionis, le RSSI, c'est aussi une posture de main de fer dans un gant de velours.
il faut qu'il soit ferme, mais aussi par rapport à sa communication avec les autres, il faut qu'il soit stratège, bon communicateur, enfin les soft skills qu'on requiert de leader et pas qu'on requiert nécessairement de team lead ou un responsable d'équipe. Donc il y a des choses à dire par. Merci beaucoup, Monsieur Faïr, pour cette intervention. Je reviens vers vous, Madame Zarrouki. Vous avez en fait un poste au sein de l'audit interne. La relation RSSI, ou plutôt là on parle de leadership, donc je vais plutôt emprunter CISO. Donc la relation CISO audit interne. Et je vais reposer une deuxième question qui peut être complémentaire. Quel est le rôle de la gouvernance pour renforcer ou freiner le rôle de ce RSSI leadership qui est, soi-disant, un ciseau, comme l'a expliqué Monsieur Faïr. Merci Maha pour cette question très pertinente. Justement, donc on parle de gouvernance. Donc mais il faut qu'est-ce que ça veut dire une gouvernance déjà? Donc on parle souvent de bonne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise gouvernance, il y a une gouvernance. Donc je fais attrait plus aux lignes directrices de l'OCDE, donc qui parlent de l'ensemble, enfin des lignes de la bonne gouvernance. Donc déjà le RSSI, on en a parlé justement, son rôle avec mes chers panélistes. Et on est tous d'accord que son rôle, il va au-delà de la technicité. Cette gouvernance, elle est, à mon sens, elle est pour être solide, elle devrait justement donner tout à chacun dans l'entreprise son bon rôle. Mais pour contextualiser avec le RSSI, ce RSSI devrait être indépendant hiérarchiquement. Donc, pour pallier justement aux pressions dont a parlé Younes, donc ce rattachement, il est important. Donc, généralement, on voit que le RSSI, il appartient ou est rattaché à la DSI. Donc, déjà là, on l'isole dans son rôle de technique. Donc, il est là, il est le garant du temple de la sécurité informatique. À mon sens, son rôle, il est plus que cela. Donc, si on parle justement, donc, ce qui encourage le RSSI dans une bonne ou solide gouvernance, c'est d'abord son rattachement. Par exemple, si je prends le cas de l'entreprise où je suis, le RSSI, il a accès direct au comité audit et risque. Donc, le comité audit et risque, c'est quoi? C'est un comité consultatif du conseil d'administration. Donc, vous voyez la hiérarchisation, donc à qui il communique. Ça, c'est important parce que là, ce positionnement donne toute la légitimité au RSSI, donc d'exposer ses résultats, le budget, donc les contraintes donc qu'il côtoie enfin dans son quotidien. Donc ça c'est par rapport à la hiérarchie. Par rapport au fonctionnel, donc le RSSI, il a, comme a dit Rachad tout à l'heure, il a une interdépendance avec l'ensemble des fonctions, métiers et opérationnels, et aussi les fonctions de contrôle, dont je fais partie. Donc là, nous constituons, enfin l'auditeur et le RSSI constituent un duo de business partners. Donc on est tous les deux indépendants, vu son positionnement hiérarchique, et cette interaction donc entre les différentes fonctions. Donc limite, l'auditeur et le RSSI jouent le même rôle. Sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, le RSSI, il est dans l'accompagnement et l'auditeur, il est pour confirmer la conformité de ce que fait le RSSI. Donc, on n'est pas là justement donc pour juger ou critiquer simplement, mais on est là pour propulser et pour donner justement donc cet élan pour le RSSI pour qu'il joue pleinement son rôle. Donc, pour assurer justement la continuité de l'activité, pour la préservation donc des systèmes de management, pour être le garant donc du temple de la sécurité, pour sensibiliser l'ensemble donc des fonctions et le rôle donc justement donc de l'audit. Tu m'as posé justement Maha la question, donc
comment cette interaction entre l'audit et le RSSI, elle est fabriquée ou elle est façonnée. Donc c'est de ce genre de situation. Donc on est là, par exemple, je prends un cas, c'est que quand le RSSI, par exemple, veut faire une simulation de crise, organiser des exercices de simulation de crise, ben l'audit il est invité. Donc, on est là, justement, pour faire du brainstorming, par exemple, par rapport au scénario qu'on pourra, justement, traiter. Donc, vous voyez, le rôle, c'est un duo de business partners, et non simplement, donc, de fonction contrôle-contrôlée. Voilà. Merci beaucoup. Je m'adresse à vous en tant que RSSI, ou plutôt en tant que CISO, voilà. Ça nous change un peu la définition. Quelle est votre relation avec l'audit interne et quel est le rôle de la gouvernance au sein de l'organisation où vous exercez? Je vais pas parler de l'organisation. Tout ce que je dirais n'a rien à voir avec la BMCI ou le groupe BNP Paribas, je tiens à le préciser, mais effectivement, je vois très bien le point qu'a soulevé Kautar. Il est vraiment important de considérer que le RSSI il a des interlocuteurs. L'exercice de la fonction sécurité des systèmes d'information dans une organisation, il y a le RSSI effectivement, ou le CISO maintenant que Hicham a bien mis les points là où il faut, mais de dire que effectivement on a un CISO, mais il a besoin aussi de toutes les parties prenantes pour pouvoir réussir à établir une stratégie qui contient à la fois des éléments de gouvernance, d'organisation, de mise en œuvre et de contrôle. Le contrôle, effectivement, il peut se faire à plusieurs niveaux, comme l'a très bien dit Kautar. Et dans ce cadre-là, le RSSI doit rendre aussi des comptes aussi. Hein. C'est une entité qui est auditable. Et dans ce sens-là, il faut jouer le jeu effectivement, de se dire que je m'intègre dans une organisation plus que je mets en place une organisation. Il faut essayer de se greffer sur les bons comités, sur les bonnes instances. Elle a parlé du comité d'audit où le RSSI il est partie prenante. C'est une très belle initiative, mais il y a aussi des comités exécutifs autres que audit dans lesquels l'apport du RSSI peut être vraiment très pertinent. J'aimerais revenir néanmoins sur un point qui revient depuis plusieurs années, qui est la question du rattachement. Voilà. Donc je pense que cette question-là, j'avais déjà donné mon point de vue, je continue à le maintenir parce que il n'y a pas vraiment une école sur le sujet. Ce qui nous intéresse, si on se pose cette question-là sur le rattachement, c'est de se dire, est-ce que le RSSI aujourd'hui dispose des prérogatives nécessaires à l'exercice de ses fonctions? Et parmi les prérogatives, c'est l'indépendance, c'est le support, le soutien, l'obtention des budgets, enfin tous les ingrédients qui permettent d'assurer la sécurité. Et ben je dirais que peu importe leur attachement. Peu importe leur attachement. En fait, il y a différentes écoles. Il y a l'école qui dit que le RSSI ne doit pas être dans la DSI. Alors, il y a des avantages, des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on peut tous se dire, bon, bah, le DSI n'a pas d'influence, du coup, merci. Le DSI n'a pas d'influence, du coup, sur le RSSI. Un inconvénient peut être aussi que le RSSI va un petit peu se dissocier du terrain, des projets, et c'est là où il peut voir des risques, et puis on va peut-être lui interdire l'accès à ces éléments-là. Et donc on sera plutôt dans une relation de formaliser et pas dans une relation de construction. Quand le RSSI est en dessous du DSI, il fait partie de la DSI, donc il est au cœur des projets IT, il est au cœur des projets, et il peut aussi arbitrer à ce niveau-là. Alors je dis pas que c'est le seul terrain où le RSSI doit être, il doit être sur d'autres terrains, des terrains des terrains de transformation, des terrains de stratégie, etc. Mais en tout cas sur le terrain de la DSI qui porte le plus de vulnérabilités, de choses techniques, etc., qui sont des vulnérabilités actuelles en plus. Hein. On parle de l'actualité, on parle de choses qui sont déjà chez nous. Je pense que
positionnement peut être intéressant. Après, tout dépend de la maturité. Ici au Maroc, on a des DSI, des directions d'organisation qui sont diverses et variées, de différentes tailles. Donc, on a des DSI ou des directions des directions de systèmes d'information, on va trouver 4-5 personnes, comme on peut trouver des DSI de 400 personnes. Donc, je veux dire, il y a un rapport de taille qui fait que est-ce que vraiment ce DSI-là est vraiment DSI ou est-ce qu'il est DSI exécutif et qui est déjà un membre du comité exécutif de l'entreprise et qui fait que le RSSI du coup il est rattaché à un membre exécutif quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse. Il faut juste se tenir à donner les moyens au RSSI d'exécuter ses missions. Alors, avant de poser une nouvelle question à Madame Zerouki, vous permettez à ce que je demande à Monsieur Frère de compléter un peu le sujet, parce que j'ai vu depuis tout à l'heure que vous avez envie un peu de de se greffer aux différentes réponses. Oui, donc, oui. je vous laisse encore donner votre point de vue, et après, je vous poserai une nouvelle question pour enchaîner sur le sujet. D'accord. Absolument. C'est pas que je suis totalement aligné avec ce que dit Younes, mais aussi avec ce qui a été dit par Kautsar. C'est juste que, d'abord, c'est une question de gouvernance. Et rappelons que le rôle du CISO, c'est un rôle de gestion des risques, à la fin. C'est de la gestion des risques. Mais c'est un risque qui est spécialisé, lié à la sécurité de l'information, à la sécurité de l'IT, à la sécurité de l'OT, indépendamment. C'est un risque lié à la technologie. Et donc, comment s'en sortir de ces deux positions? On va dire une position où le RSSI en hauteur, le CISO en hauteur, versus le CISO en profondeur. C'est pour ça qu'il y a des stratégies d'organisation. L'organisation de la sécurité, c'est pas une équipe. Ce sont des fonctions qui réalisent un certain nombre de missions, des missions d'ordre technique, des missions qui répondent à une problématique de surveillance, d'efficacité de la sécurité, entre guillemets le SOC, des fonctions de gestion de projet de la sécurité, des fonctions de gestion des risques, la GRC de façon générale, des fonctions de reporting, de pilotage. Donc il y a plein de fonctions. Si on recense ce que un peu la documentation de la littérature, actuellement, il faut s'attendre à plus d'une quarantaine, cinquantaine de spécialisations dans la cybersécurité. Ce qui fait l'idéal qui est projeté, selon les moyens de chaque entité, entreprise, c'est d'avoir une bonne gouvernance qui établit de façon claire ses rôles et responsabilités liés à la sécurité. Les fonctions de pilotage, de stratégie, de contrôle, d'orientation, de vision, ce sont des fonctions, de plus en plus, on les accorde au leadership qui est le CISO. Et puis les fonctions qui sont d'ordre opérationnel, de mise en œuvre, de gestion des incidents techniques, de maintien, etc., ce sont des fonctions plutôt, on a tendance à les appeler, d'ailleurs au Maroc, on les appelle de plus en plus la sécurité opérationnelle. Tout le défi, c'est comment tisser un lien continu, permanent, de collaboration, de co-construction entre ces deux rôles pour avoir si on prend le jargon de la loi 0520 de la DNSSI, effectivement, on ne dit pas que le RSSI doit être détaché de la DSI. On dit qu'il faut que cette fonction ait l'autonomie, l'indépendance et les moyens pour exercer correctement sa fonction, ce qui est assez normal, parce que si une entreprise veut réussir, il faut donner à chacun les moyens et les prérogatives dont il a besoin. Alors, la question maintenant, c'est face aux menaces, quel est le rôle que joue un DSI? Là, je parle, un peu entre les deux, donc puisque vous êtes en même temps, on va dire, vous gérez vous faites à peu près les deux, vous gérez les deux postes.
vu voilà l'organisation de la société, et qu'il n'y a pas de RSSI pour le moment. Donc voilà, vous êtes un peu le backup. Donc face en fait à une détection de menaces, comment vous gérez la situation en tant que DSI, donc d'une façon opérationnelle, et comment vous la gérez en tant que CISO, voilà, non pas RSSI, en tant que CISO, pour un petit peu donner un coup de pouce à et une énergie, on va dire un peu positive et rassurante à l'équipe opérationnelle pour qu'il mitige en fait le risque face à cette vulnérabilité dans des délais impartis. Merci pour la question. En tout cas, tout au long de mon expérience, heureusement, j'ai pas vécu une situation de crise assez alarmante, mais bien sûr, on a fait face à plusieurs situations critiques. En tant que responsable infra, donc chacun, bien sûr, il a son rôle au sein de l'équipe, mais en tant que responsable sécurité, donc je suis tenue à regrouper cette équipe-là, à maintenir le calme et avant d'aller vers la communication ou autre, traiter la situation en elle-même, voir quels sont les risques actuels, voir aussi quelles sont les personnes qu'on doit solliciter, que ça soit juridiquement ou les RH ou autres selon la situation. Je dirais aussi, on est face à une équipe qui est de plus en plus restreinte, surtout côté sécurité. Le marché, c'est la règle aujourd'hui au sein du marché. Donc, on est face à une équipe interne restreinte. Donc, on a besoin d'un accompagnateur, on a besoin de prestataires externes. Donc, on doit gérer aussi ces prestataires au moment de crise et avant même de la crise. Donc, on doit avoir une relation challengeante vers nos prestataires au quotidien pour qu'ils nous assurent un accompagnement adéquat en cas de crise. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, je pourrais aussi dire qu'il faut peut-être pas parler de la communication, mais la communication, c'est pas au moment de la crise. C'est exactement, c'est en amont, c'est toute une stratégie qui rentre dans la stratégie ou la vision de l'entreprise en cas de crise. C'est toute une communication à prévoir, c'est tout un script de communication en amont. Dans quel cas il faut à qui s'adresser en premier, en deuxième et ainsi de suite, et comment s'adresser, comment leur adresser le message adéquat au moment opportun. Donc tout cela, c'est une balance. En tout cas, il faut trouver une balance ou un alignement entre tout ce qui est humain, tout ce qui est stratégique, tout ce qui est budget et autres, afin de rendre aussi le RSSI serein, pour que aussi l'entreprise elle soit sereine face aux défis ou face aux crises qu'elle peut affronter. Exactement. Merci pour la réponse, et ça va me dévier vers une question très intéressante. Dans le cas je vais pas l'appeler crise, mais dans le cas d'un incident, parce que voilà, il y aura demain une table ronde sur la gestion des crises. En cas d'incident, et quand on dit incident, c'est un incident majeur, quelles sont les qualités du leadership qui font la différence entre une gestion maîtrisée et une gestion chaotique de l'incident, selon bien évidemment votre expérience? Alors, sans vouloir me répéter, la gestion chaotique et la gestion maîtrisée. Donc, effectivement, on revient toujours au leadership. Ça fait revenir à la première justement réponse que j'ai étayée par rapport à la petite scène que j'avais fait avancer. C'est que une gestion justement maîtrisée, c'est là où le RSSI il a pris tout son calme. D'accord. Il a justement dans une situation d'incident, c'est que tout le monde est en panique.
et tous les regards se retournent vers le RSSI. Comme si c'est la personne qu'on va accuser donc du doigt parce que c'est lui le garant, comme j'ai dit, du temple. C'est là où intervient justement donc tout ce qu'on vient de dire, la gouvernance, les qualités dont vient de parler justement Rachad du leader qui est le fédérateur, l'accompagnateur, le communicateur, qui est en train donc de sensibiliser tout au long donc de l'année, qui accompagne. Donc vous voyez que entre la gestion maîtrisée et la gestion chaotique, il y a une ligne de fracture. Donc là, on doit donner justement, donc pas le RSSI qui doit supporter tout, mais on doit lui donner justement les moyens pour accomplir ce rôle du leader. Vous voyez, donc on a beau à lui dire effectivement, donc vous êtes le garant, vous êtes le technicien, vous êtes le responsable, la sécurité elle est sous vos yeux, vous devriez mettre tout le dispositif donc adéquat donc pour qu'on ait zéro incident, mais in fine c'est la responsabilité de tout le monde. Donc et en même temps si on lui donne pas les moyens, si on lui donne pas cette indépendance voulue, donc cette communication ascendante avec le haut donc de la hiérarchie, donc forcément quel que soit donc ce RSSI dont son expertise, il va se sentir isolé. Donc et on va tomber justement donc d'une gestion chaotique des incidents, enfin donc de gestion chaotique donc du tout le système enfin de management de sécurité. Voilà. Exactement. Tu veux bien compléter par une réponse? Je te donne. Je voulais juste rajouter que il vit aussi, on le vise du doigt, mais aussi le RSSI, il vit aussi une charge mentale, une pression mentale énorme. Ouais. Tous les jours, il se dit aujourd'hui c'est le dernier, demain ça sera une attaque, demain ça sera le bon mail qui rentrera. Donc il vit aussi quotidiennement dans une pression énorme. Et il faut savoir que le rôle de la sécurité et système information, c'est pas seulement le RSSI, c'est un rôle qui est collectif. On marque pas un but tout seul. Donc il faut lui donner il faut être dans une vision globale, stratégique de la cybersécurité et non pas être isolé sur RSSI tout seul et lui le pointer du doigt à chaque incident. Monsieur Flahi, je te donne un peu la main pour compléter et je te poserai une question très ciblée par rapport à ton domaine d'activité. Bah du coup j'ai plus envie de faire le métier de RSSI moi. Oh là là, il y a des jeunes âges. Je vous assure que ça se passe pas comme ça. C'est pas on se réveille pas en disant oh là là c'est le dernier jour aujourd'hui. Non mais je rejoins Rachad. Hein, effectivement c'est un métier qui est prenant. Ça c'est sûr. C'est un métier presque de production avec le 24/7 parce que en fait nous quand on se réveille pour aller travailler, les hackers ou machin peut-être ils sont à ce moment-là en train de dormir et puis quand on rentre à la maison eux ils se réveillent. Donc à un moment donné effectivement il y a cette notion de décalage un petit peu par rapport à des métiers un peu plus stables, machin tout ça. Donc il y a cette notion de surveillance qui fait que peut-être on peut considérer que c'est prenant. La gestion de crise cyber, il est pas plus compliqué que les gestions de crise qui ne sont pas cyber, d'ailleurs. La gestion de crise reste toujours un moment de stress, un moment où on doit se préparer, un moment. Mais comme tu as dit, demain peut-être on aura une table ronde dédiée sur le sujet. Mais ce qui sauve le plus, c'est effectivement l'esprit du leadership, etc., etc. Mais ce qui sauve beaucoup dans les gestions de crise, mais on verra ça demain, c'est la préparation, c'est être préparé. Mais ça, on verra ça demain. Mais pour dire aux jeunes qui sont ici, c'est un métier de passion, parce que je suis là aussi pour donner envie aux gens de suivre ce chemin-là, ce parcours. C'est un métier qui vous oblige d'être un petit peu sur tous les fronts, comme l'a dit tout à l'heure Hicham. Hein. Donc il y a la partie technique, il y a la partie communication, soft skills.
Vous aurez beau avoir la meilleure solution technique, si vous n'arrivez pas à la mettre sur table avec son business plan, qu'est-ce que ça peut amener comme réduction des risques? Parce que ça, c'est un autre sujet de difficulté. Hein, mais dans tous les cas, voilà, je voulais juste apporter un petit peu d'espoir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait le timekeeper, parce que je ne sais pas combien il nous reste de temps. Ok. Bon, Nous, on est bien là, on reste. Ok. Je vais encore une dernière question. Donc, je sais que on connaît tous d'ailleurs que les banques doivent se conformer à plusieurs cadres et lois, donc le 0520 sur la cybersécurité, la loi 0908 sur les données personnelles. Donc, en fait, comment toi, en tant que RSSI, pas en tant que CISO maintenant, en tant que RSSI, voilà, dans ce grand texte un peu lourd de réglementation nationale et même internationale, comment arrivez-vous à gérer cette pression tout en assurant en fait la performance opérationnelle? C'est vrai que la banque et assurance, enfin en tout cas ces secteurs-là financiers, en plus on a Banque El Maghreb aussi, donc la banque centrale, exact, qui est aussi un régulateur, mais en général la conformité, il faut pas résister en fait, parce qu'en fait il faut considérer que les aspects de conformité, ce sont autant de leviers, autant de enablers pour la sécurité, pour pouvoir se mettre en conformité. Ça veut dire il faut mettre en place toute une stratégie de réduction des risques, avoir une certaine maturité, calculer, parce que de toute façon, première année vous êtes là et puis vous continuez à augmenter un petit peu votre maturité au fur et à mesure. En fait, quand vous lisez les textes de loi, on a de la chance, on fait partie des pays qui ont des textes de loi qui sont matures, clairs, étudiés. Alors, on peut toujours trouver des points d'amélioration, mais dans tous les cas, on a des textes qui sont clairs et qui fonctionnent pas mal. Donc après, la pression réglementaire serait dans l'incapacité de l'organisation à suivre ces éléments-là. Mais en tout cas, déployer ces éléments de conformité, c'est des choses qui sont traditionnelles. Et je dirais même qu'on les ferait peut-être, enfin, on devrait les faire sans être soumis à cette conformité-là. Mm-hmm. Donc, c'est des textes qui nous amènent dans une posture, dans une prédisposition favorable pour faire face à des risques, etc. Mm-hmm. Donc, il faut créer des activités sur ce sujet-là, parce qu'en fait, la problématique, c'est que il y a un récurrent. D'accord, pour répondre de façon très claire, c'est qu'il y a un récurrent sur la conformité. C'est-à-dire que c'est pas un texte et puis on n'en parle plus, vous l'appliquez. Non, vous êtes tenu à envoyer des communications régulières, de communiquer vos rapports de tests d'intrusion, de faire des dashboards à Banque El Maghreb. Déclaration à la CNDP en cas de fuite de données personnelles. Déclaration à la CNDP, déclaration à tout le monde d'ailleurs. Banque El Maghreb l'exige aussi pour son secteur. La DGSSI l'exige également. Donc il y a un récurrent qui est là. Oui, effectivement, il faut s'organiser en conséquence. Très bien, merci beaucoup. Alors une dernière question et après je passerai à l'audience pour poser quelques questions si on a le temps. La question est à vous, Monsieur Faek. Face, et donc là je pars de notre titre, face aux menaces émergentes et les menaces en fait nouvelles qu'on a avec l'IA, avec l'automatisation, avec le cloud, et aussi face à la pénurie des talents, entre guillemets, on a besoin d'experts, on a besoin de talents dans la matière. Comment voyez-vous évoluer le leadership CISO de demain? C'est une excellente question pour un peu faire le wrap-up de la discussion. Effectivement, on fait face à une évolution non seulement des technologies qui sont liées à la cyber,
l'IA entre autres, mais aussi les technologies qui sont au service des métiers et des business. Donc on a une double pression. Une pression de la part des hackers et de la malveillance, de la cybercriminalité qui profitent des évolutions. On n'a pas que l'IA, il y a aussi la 5G qui vient avec les autoroutes d'accélération des cyberattaques. Mais on a aussi un grand engouement des entreprises pour aller vers le cloud, pour utiliser des SaaS un peu partout dans le monde. Et donc le RSSI, il se trouve face à d'abord une mission, il faut qu'il soit business enabler. Je remercie Younes d'avoir évoqué ce terme. Le RSSI est un partenaire des autres et pas le policier classique qu'on a l'habitude de croire est celui qui bloque les firewalls et tout. Il doit solutionner et trouver des solutions. Ça, c'est un. Ensuite, veiller à respecter la politique, etc. Donc, comment il va s'en sortir? D'abord, il faut qu'il ait les outils. Avec sa casquette de stratège, il faut qu'il parvienne à bien communiquer vis-à-vis du top management pour qu'il se dote des outils. Je donne quelques exemples. Si l'entreprise a un objectif business de se digitaliser à fond, d'aller vers le cloud, le RSSI ne doit pas rester les bras croisés en achetant une solution qui s'appelle DLP et s'arrêter là. Non, ça ne se passe pas comme ça pour réussir le métier du RSSI ou du CISO. Le CISO, à ce moment-là, il va dire, je vais ramener ce qu'on appelle la sécurité vers la gauche, le shift left. C'est-à-dire, il y a un projet, il y a une vision. Il faut que je mette une stratégie sécurité cloud. Il faut que je mette des process pour intégrer intelligemment la sécurité dans les projets dès que ça apparaisse. Il faut que je mette dès le départ une manière intelligente pour faire la classification des données, ainsi de suite. C'est ça, tout le levier dont dispose le RSSI, c'est anticiper. Sinon, il va pas s'en sortir, il va se saturer. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut que le RSSI aussi se dote de ce qu'on appelle la veille technologique. Toujours dans l'anticipation, mais la veille technologique permet au RSSI pas de connaître un peu les tendances des métiers, ça c'est clair, mais aussi, il faut que le RSSI sache quelles sont les nouvelles technologies à son service. Hier, j'ai lu un article, quelque part, qui dit, toute la menace qui vient avec l'IA, les deepfakes, entre autres, qui constituent une réelle menace, dernièrement, il y a des solutions de cybersécurité qui permettent de détecter, mitiger, contrecarrer cela. Exactement. Alors, on aura toujours deux types de RSSI. Un RSSI qui n'est pas à jour, qui ne se focalise que sur les mesures dont il a la possession, et un RSSI qui est totalement ouvert, à jour, et c'est lui qui va réussir à aller de pair ou aller en phase avec l'évolution de son métier. Très bien, merci beaucoup. Je vous donne la parole pour complémenter. Merci, moi j'aimerais justement compléter avec ce qu'a dit Hicham, avec vous présenter une best practice justement que nous avons adoptée à la Bourse de Casablanca. C'est la création d'une communauté, ce qu'on a appelé Moroccan Capital Markets Cyber Security Community. Donc, et cette communauté, elle regroupe l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble des RSSI, des experts en sécurité de l'information. Donc, ces initiatives-là, justement, donc permettent aux différents RSSI de rester à jour, donc de partager leur expérience, les défis, la veille technologique, etc. Donc, et j'encourage justement donc toutes les entreprises à se joindre ou à essayer justement donc de créer des communautés avec l'écosystème. Donc c'est très important. Donc comme dit l'adage, donc on avance donc seul on avance comment on dit en seul en rapidement donc et ensemble donc plus vite. Voilà. Donc pardon.
Plus loin, pardon. Voilà, donc, donc là, je l'ai inversé. Merci. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important donc et pour le RSSI aussi donc de faire des formations continues. Donc qu'il reste pas justement donc derrière le PC ou cloisonné donc dans son bureau ou avec les équipes métiers, mais sortir donc au-delà et faire des formations continues, voir qu'est-ce qui se passe donc à l'international. C'est comme ça donc justement comment son métier pourra évoluer. Voilà, merci beaucoup. Et pour vous, Monsieur Fellahi, comment vous voyez-vous demain face aux différentes menaces émergentes et face en fait à cette augmentation de risques et en même temps, comme l'a dit Monsieur Faek, il faut vraiment s'ouvrir et chercher les bons outils à mettre à disposition des métiers pour les laisser évoluer, mais pas les freiner parce qu'on sera mené à être exposé au risque. Il faut plutôt accueillir l'idée, mais chercher en fait à trouver des solutions pour remédier aux risques et anticiper ces risques. Comment vous voyez-vous en fait réagir face à cette situation dans le futur? Ouais, je rejoins complètement ce qu'a dit Hichem. Donc, à un moment donné, il faut avoir cet esprit d'anticipation. Je pensais aussi, tu me posais la question, je pensais aussi à la table ronde sur le shadow AI de ce matin. Effectivement, ça c'est quelque chose qui est nouveau et il faut qu'on se pose ce genre de questions. C'est là où je rejoins aussi Kautar en disant qu'il faut qu'on sorte de chez nous pour être Omatech, pour pouvoir entendre Jean-Christophe en parler. Donc effectivement, donc il y a cette anticipation effectivement qu'a souligné Hichem qui est importante et à tous les niveaux, pas que en termes de solutions techniques IT, mais aussi en termes de stratégie, en termes de gouvernance. Peut-être il faut changer notre gouvernance, changer notre stratégie pour faire face au tel ou tel. Et c'est vrai que le plus gros, ça va rester aussi sur des stratégies de détection et de réponse basées sur de l'outillage de nouvelle génération de détection, des solutions de CTI, de Cyber Threat Intelligence, et ça c'est vraiment important. On voit que finalement l'information elle est importante. Effectivement, je pense au monsieur que j'ai rencontré tout à l'heure. C'est dommage, il parle aucun mot en français, mais sorry very much. Mais effectivement, donc c'est tout élément qui nous permet de nous mettre un petit peu en avance par rapport aux attaquants. Mais il faut pas se leurrer, eux ils vont plus vite parce qu'ils sont des fois seuls, mais pas que. Et même en étant organisés, ils vont vite et plus loin. Donc aujourd'hui, c'est des organisations. Vous avez vu quand même ce qui se passe dernièrement au Maroc. On a beaucoup de phishing. Enfin, c'est une catastrophe. En tout cas, sur la place bancaire, il y a pas quasiment une seule banque qui n'a pas subi des phishing répétés. Et puis on a cherché, et puis au final, on a trouvé que c'était des bots. C'était des bots alimentés par l'IA qui font les phishing. Ils font la chaîne de valeur du phishing de bout en bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils réservent le nom de domaine, ils créent le site, ils font le ads sur Facebook pour que les gens puissent cliquer, ils sont ramenés vers le site, et tout ça sans aucune intervention humaine. On n'a pas des armes là. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est un bot, donc un bot, il est beaucoup plus puissant, il n'a pas besoin de dormir lui, etc. Et nous, on est sous l'eau en fait. Et je pense que cette technique de stresser la cible jusqu'à l'épuisement de la cible, ça c'est quelque chose qui est nouveau en termes de menaces, et on n'était pas très bien préparé. Et moi je me suis rendu compte, je me suis dit peut-être ils nous font quand même balader pas mal ces gens-là. Il faut qu'on réfléchisse d'une manière disruptive pour dire qu'est-ce que je peux faire. Alors
voilà, on a d'autres stratégies. Hein, enfin, il y a aussi de l'acceptation, il y a aussi de l'assurance. Enfin, il y a énormément de choses, mais on peut pas juste courir éternellement. Il y a un moment donné, il faut qu'on puisse se poser pour réfléchir. Je voulais juste donner un exemple par rapport à ce truc-là parce que effectivement, ça rajoute un témoignage sur le commentaire de Hicham. Et merci beaucoup, Monsieur Flahi. Alors, une dernière idée ou un dernier mot, Madame Zerouki. Dernier mot. Non, pardon. Madame, excusez-moi, Madame Rachad Lasri. Il n'y a pas de souci. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais si je peux dire un mot pour clôturer, c'est en tant que ça soit un RSSI ou autre, on a besoin d'apprendre à apprendre, à oublier et à réapprendre. Donc, pour que ça soit RSSI ou pas RSSI. Donc, j'espère au moins qu'on a pu balayer ce rôle et ces défis. Et qu'on a donné envie aussi. Merci beaucoup. Alors, j'avais une moitié de questions, la pénurie des talents, qui était un petit peu oubliée par mes chers panélistes, mais moi, je vais l'aborder en félicitant Hightech d'avoir ajouté dans le cursus de formation la cybersécurité. On a besoin de DSI, on a besoin de RSSI, on a besoin de talents dans la cybersécurité. Donc, je félicite la direction de Hightech et j'encourage les étudiants à devenir RSSI. On a besoin de vous dans le futur. Et je vous remercie infiniment. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps de prendre une ou deux questions. Je commence par la droite. Salam alaikum, bonjour à tous. Merci pour vos questions et vos interventions. Alors, je suis un peu loin de votre métier de cybersécurité. Je suis QA Test Automation Engineer. Alors, déjà, le mot pression a été répété plus que le mot leadership et performance. Presque performance 2-3 fois. Leadership maximum 5 fois et pression plus que 20 fois. Alors, et ce que j'ai dû comprendre que la pression est plutôt dirigée sur les personnes dans votre domaine. Alors, moi, je dirais que pour que vous puissiez exercer ce métier de RSSI ou n'importe quel métier, cette pression doit être dirigée sur le process. D'accord? Ça marche ou ça marche pas. On s'oppose, on pose les bonnes questions, on regarde notre process. Voilà, chacun dit ce qu'il pense par rapport à notre stratégie. Encore une fois, je finis et je dis, la qualité ne s'improvise pas, il se construit du stratégique à l'opérationnel. D'accord? Les objectifs doivent être alignés, les contraintes doivent être respectées et aussi les contraintes doivent être respectées et aussi les pratiques doivent être comprises par tout le monde. Exactement. C'est ça mon intervention. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est pas une question, je vous donne pas la main pour répondre. C'est pas une question, c'est plutôt une réflexion. Et voilà, je suis très ravi d'être là parmi vous. Je peux répondre. D'abord, merci beaucoup pour la réflexion. C'est au fond et au cœur de la réflexion d'un vrai CISO. C'est que pour pouvoir manager et réussir son challenge, il faut qu'il mette l'organisation, il faut qu'il mette les process, mais les process sont déclinés à partir de ce qu'on appelle les politiques et les stratégies. Et vous avez parfaitement raison de dire que la pression est sur les process. Mais malheureusement, on connaît tous un peu le contexte économique de la recherche de résultats. Les conseils d'administration s'empressent à répondre à d'autres enjeux plus hauts. Et donc, quelle que soit la bonne volonté de mettre en place les process et tout ce qu'il faut, raisonner usine, ce que le CISO, avec toutes les fonctions qui peuvent englober, finalement, c'est une usine.
c'est une usine à gaz, donc il y a beaucoup de pression, c'est normal. Mais aussi, c'est une mécanique à huiler, à entretenir, à renforcer, à étendre, à rénover. Et donc tout ça, ça crée justement... Et je te remercie encore une fois. Mohamed Ramdan, je suis consultant cybersécurité. La question consiste à dire, par rapport à la pression des hackers sur les systèmes d'information, est-ce que vous n'avez pas prévu des outils automatiques qui vont être, comment dirais-je, aux aguets, aux attaques de ces derniers? Donc ça, c'est la première question. Et la seconde question, par rapport aux fuites de données qu'on voit aujourd'hui tous les jours, est-ce que la notion d'amende, ils vont être données aux personnes qui n'ont pas effectué une politique de sécurité au sein de leur entreprise, créant cette notion de fuite? Est-ce qu'elle va s'appliquer ou pas? Parce que depuis plus d'une année, ils ont dit qu'ils vont l'appliquer à partir de 30 septembre dernier. Et là, nous sommes en novembre. Quelle est l'équipe qui va aller chez les entreprises pour vérifier est-ce qu'ils sont en conformité ou pas en conformité? Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Flay. Alors, il y a deux questions. Je vais prendre la première et puis je vais voir si je prends la deuxième ou si on la prend à deux avec Hichem. Alors oui, effectivement, donc ça fait depuis quelques années déjà qu'on cherche à automatiser l'ensemble de la chaîne de valeur cybersécurité dans les entreprises. En tout cas, le maximum qu'on peut. Automatiser, ça veut pas dire déshumaniser. Ça veut juste dire une nouvelle façon, un peu plus proactive, un peu plus dynamique de comment on gère nos processus de réponse sur incident ou de détection, pardon. Donc depuis quelques années déjà, on a des solutions quasiment aujourd'hui toutes sortent avec des capacités en termes d'intelligence artificielle. Donc ça, déjà, ça permet d'avoir des automatismes qui sont quasiment autonomes pour détecter des choses qui ne seraient pas connues. Et ça, c'est vraiment très très bien. Sur la partie purement supervision, surveillance, on commence à avoir des mécanismes qui automatisent et qui orchestrent tout le processus de réponse sur incident. Donc on commence à avoir ce qu'on appelle les MTD et les MTR, le mean time to detect et le mean time to respond, le temps moyen de détection et le temps moyen de réponse. Ça, c'est des indicateurs qui sont très très bons aujourd'hui par rapport à quelques années. Donc ça, c'est pour la première question. Alors sur la question des fuites des données, vous avez parlé des fuites des données et des amendes C'est ça en fait. 0820 0908. Ouais. Et vous avez dit vous êtes consultant en cybersécurité. MSSP. Bon, c'est très bien. Donc vous êtes convaincu par la première réponse. Évaluez-moi s'il vous plaît. Ok. Et en fait effectivement donc sur la CNDP a prévu dans son texte de loi, il y a toute une réplique effectivement sur la partie amende, etc. Je pense que ça doit évoluer vers quelque chose de plus. Je voulais poser la question ce matin à Monsieur le Président en lui disant est-ce qu'on prévoit une évolution de notre loi concernant les données à caractère personnel. C'est vrai qu'elle a le mérite d'exister et il nous fait beaucoup de bien cette loi aujourd'hui et on aimerait en profiter davantage, c'est le sens de votre question, pour effectivement mettre un cadre un peu plus strict, un peu plus critique. On est loin des 4%
de chiffre d'affaires mondial du RGPD. Et là-dessus, ouais, je sais pas, Hichem, si tu veux rajouter quelque chose. Bon, déjà, tout ce que je vais vous dire, je vais essayer de le faire avec la casquette de consultant, avec une expertise. Je suis pas juriste, parce que passer une situation dans laquelle il y a une fuite de données, on est arrivé à mettre en cause de manière indiscutable sur un plan juridique la responsabilité d'un acteur pour l'engager en justice jusqu'à avoir des amendes, cela c'est du ressort des autorités compétentes. Et dans ce sens-là, la CNDP, effectivement, elle a, de ma connaissance, réalisé des missions d'investigation sur les récentes fuites de données. Il y a eu une sortie aux médias du président de la CNDP qui avait annoncé effectivement qu'un rapport est en cours de validation pour passer aux instances compétentes. Et certainement, ce n'est pas quelque chose qui sera tu, parce que c'est un sujet qui a eu suffisamment de médiatisation, il y a une attente et il y a certainement un geste qui sera, je dirais pas un geste, une action qui sera faite pour donner l'exemple, pour que les autres puissent élever leur niveau de sécurité. Je ne saurais pas détailler plus, même si j'ai des informations, mais qui restent confidentielles. Je donne une dernière question à Monsieur Salreni et je clore la session. Non, je suis pas censé prendre parole, mais il y a un sujet qui m'a interpellé, qui est le processus. Pression sur les hommes, pression sur les processus. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qu'on va mettre en valeur dans ce que je vais dire là tout de suite, c'est que le RSSI est le poste de l'entreprise le plus ingrat. Parce que vous êtes jugé et valorisé et remercié sur de l'imprévu. Contrairement à toutes les autres personnes qui sont dans l'entreprise. On leur donne des objectifs, un plan d'action, un projet, etc. Donc quand on dit pression sur les processus, c'est sympa. Mais ça, c'est des choses qu'on connaît. Parce qu'on va mettre en place on a identifié un pattern cybersec, on va essayer de l'industrialiser, mettre en place les cadenas, le processus, l'escalation, etc. Mais la partie leadership, pression, perf, et sur tout ce que vous ne pouvez pas anticiper. Il n'y a aucun COMEX qui va venir vous dire aujourd'hui, je vous donne du budget pour aller nous prémunir d'une attaque XYZ qui n'est jamais arrivée ou qui va arriver. Donc, je pense que le message que je voulais partager avec vous, mais surtout avec l'audience, c'est de dire que le côté leadership pression est spécifique sur votre rôle de RSSI dans l'entreprise parce que vous faites face à l'inconnu. Et c'est ça qui fait que tous les matins, vous scrutez vos mails pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé qui n'était pas prévu dans notre to-do list de tous les jours. Je ne trouverai pas une meilleure conclusion et je vous remercie, chers panélistes.